Merci d'être venu à notre 4e rendez-vous de l'été. Donc nous allons dans quelques instants écouter avec beaucoup d'attention Maryse Baron. Auparavant, je voudrais vous dire quelques nouvelles de l'association, à savoir que nous avons fait diffuser, je le répète peut-être, cette monographie, la monographie de l'instituteur du village, qui a été réalisée en 1886. Elle était lisible, mais Dominique Boutonnet, qui nous a beaucoup aidé, l'a écrite en calligraphie, et donc elle est disponible pour la somme de 10 €. Nous avons édité également un document sur l'Église, qui est très pertinent, réalisé par Michel Régade et Adriana. Donc vous retrouverez toutes les grandes lignes de la construction et de l'évolution de ce bâtiment. Je vous recommande également d'aller voir, si vous ne l'avez pas encore vu, l'exposition sur les granges. Demain soir à la Mongetade, nous aurons l'occasion d'accueillir le photographe qui nous a fait de très belles photos sur ces granges. Donc l'expo est ouverte encore de 15 h à 19 h, demain samedi et dimanche. N'oubliez pas d'éteindre vos portables et éventuellement aussi, c'est avec plaisir que nous accueillerons votre adhésion à notre association pour la modique somme de 20 €. Voilà, donc nous allons travailler tout l'hiver pour que l'été prochain, nous puissions vous fournir un programme aussi complet que cette année. Maryse, merci d'être là. Et donc l'an dernier, Maryse, à l'issue d'une réunion, donc d'une conférence sur l'école de Fos, sur les bâtiments, tu t'étais proposé d'intervenir cette année. Voilà, le rendez-vous avait été pris et ce soir il est réalisé. Merci. Bien, bonsoir à tous. Donc, je suis donc issue d'une très vieille famille de Fos. Et lors de mes études à l'université de Toulouse, puisque je suis professeure d'histoire-géographie, j'ai réalisé avec une camarade d'université un document de maîtrise pour notre maîtrise. Et étant donné que ma camarade d'université est originaire de Saint-Gaudens, nous avions choisi à l'époque le thème de mentalité et genre de vie dans l'arrondissement de Saint-Gaudens à partir de procès criminels, ce qui n'avait jamais été fait et qui n'a plus jamais été fait d'ailleurs. Voilà. Donc je vais vous parler ce soir de la vie dans nos vallées pyrénéennes qui font partie donc de l'arrondissement de Saint-Gaudens, à partir exclusivement donc de procès criminels. Alors, tant qu'on n'a pas vu ce que c'est qu'un procès criminel, on pense que ça ne va parler que de procédures, etc., que du judiciaire. Mais nous, on s'est aperçu, on a dépouillé 300... J'ai pris quelques notes parce que depuis 1975, ça commence à faire 311 procès. Donc, on a fait la rencontre de 4942 personnes. Voilà. C'était assez, quand même, un travail assez phénoménal pour l'époque, parce que quand on a fait ça, on n'avait pas encore Internet et tout, donc c'était tout à l'heure. Et aucun procès n'avait été numérisé, bien évidemment, ce qui a été fait plus tard. Donc, on ne peut pas dire qu'avec cette seule source, on puisse connaître vraiment les gens qui vivaient dans les vallées pyrénéennes. Mais quand même, ils se racontent. Ils se racontent et on apprend beaucoup de choses. Alors, j'ai essayé pour ce soir de recentrer des anecdotes, pas forcément que sur Fos, bien évidemment, parce que heureusement qu'il n'y a pas eu que des procès criminels qui concernaient la commune de Fos. Donc l'arrondissement de Saint-Gaudens, au XIXe siècle,
les frontières de cet arrondissement ont changé. C'est-à-dire qu'il vous faut penser que durant tout le Premier Empire, de 1804 jusqu'à 1815, le Val d'Aran espagnol avait été annexé à la France, puisque sous le Premier Empire, il y avait 134 départements en France. Et donc, Ponto, Lez, Bossos, tout ça, ça dépendait de Saint-Gaudens. Donc, ce qui fait qu'on a trouvé des procès qui concernaient, bien évidemment, des Espagnols. Après 1815, la commune, la frontière est revenue, bien sûr, dans la fosse. Voilà. Donc ça, c'est un premier point à poser. Ensuite, curieusement, on s'aperçoit, parce que dans l'arrondissement de Saint-Gaudens, bien sûr, bon, il y a deux villes majeures qui sont Saint-Gaudens et Luchon. Alors, Bagnères de Luchon, pour ceux qui ne sont pas du coin. Voilà. On aurait pu penser que la criminalité pouvait être beaucoup plus importante dans ces villes. C'est l'inverse. On a très peu trouvé de procès criminels concernant ces deux villes, et c'est essentiellement dans les campagnes, en milieu rural, qu'on a la plus forte criminalité. Voilà. Alors, petit point aussi à préciser, crime. Crime, c'est pas simplement le crime de sang. Hein, c'est tout ce qui touche à la personne et au bien. Donc, les vols, ça fait partie de crime. Voilà. Les assassinats, bien évidemment. Hein. Donc, on va voir que ça peut aller du vol jusqu'au crime de sang, l'assassinat, le viol, les infanticides, les avortements, les incendies, très importants dans la région. Voilà. Donc, alors, il est un fait aussi, on a retrouvé quelque chose qui ne peut pas forcément s'expliquer, parce que tout ne s'explique pas. Hein, tout ne peut pas s'expliquer. On a des éléments de réponse, mais on n'a pas vraiment une réponse quelque chose qui nous dit, bon voilà, ça peut s'expliquer par ça. Voilà, ça, c'est pas forcément le cas. Alors, ce qui s'explique difficilement durant cette période, alors, nous on a fait des procès. On a un trou de 8 ans. On a fait des procès de 1800 jusqu'à 1865. Ça, c'est ma collègue qui avait dépouillé. Et puis moi, j'ai pris le dernier procès qui avait été déposé aux archives départementales de Toulouse, 1875. Et j'ai, moi, remonté le temps. Mais jusqu'en 1868. Donc ce qui fait qu'on a quand même un trou où on n'a rien trouvé. Est-ce que ça n'a pas été déposé? Je doute fort qu'il n'y ait eu aucun procès durant cette période, mais enfin, bon, voilà. Donc il y a quelque chose qui est qu'on a remarqué à partir de 1850, milieu du 19e siècle, et qu'on s'explique difficilement. À partir de 1850, il y a beaucoup plus de procès qu'avant 1850. Alors on a essayé de trouver des explications. Peut-être que c'est à cause de l'arrivée de Napoléon III, d'abord comme président de la République en 1848 et puis comme empereur à partir de 1852. Mais ce qui change surtout, c'est la nature des délits. C'est-à-dire qu'à partir de 1850, on trouve en grand nombre des vols de toutes sortes, des viols, des infanticides, des avortements. Alors, pourquoi à partir de 1850 trouve-t-on autant
de délits de cette sorte et pas avant. On n'a pas trouvé d'explication. Voilà. Parce que il est fort probable que ça existait aussi avant. Est-ce que les forces de l'ordre de l'époque étaient beaucoup plus répressives? C'est peut-être une explication. Et ensuite, on peut voir aussi que les peines qui sont prononcées lors des procès sont très inégales. Pour un même délit, c'est vraiment quelque chose du simple au double. Par exemple, alors, tout à fait au début de la période qui concernait notre travail, en 1814, pour un délit de fausse monnaie, les personnes ont été condamnées à mort et exécutées. 2 ans avant, 1812, pour le même délit, les gens ont eu simplement 16 francs de l'époque d'amende. Donc vous voyez, entre 16 francs et condamnation à mort, à 2 ans d'intervalle. Voilà. Est-ce que ça s'est... Alors, tous les procès se déroulent à Saint-Gaudens. Donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'on a changé de ville, etc. Voilà. On n'explique pas tout. On n'explique pas tout. On s'est aperçu aussi que les crimes contre les biens sont en général beaucoup plus sévèrement punis que les crimes contre les personnes. Eh oui. Eh oui. Oui, oui. En 1859, pour un vol d'argent, les gens ont été condamnés à 2 ans de travaux forcés. L'année d'après, un infanticide. 8 ans de travaux forcés. Donc, vous voyez, c'est vraiment très inégal. Très inégal. Donc, dans nos vallées pyrénéennes, comment cela se passe-t-il? Eh bien, tout d'abord, on a quand même une vie qui est très précaire. Très précaire, ce qui fait que bon, nos ancêtres essayaient quand même de faire des économies, bien sûr. Ils essayaient de faire des économies, mais très rarement ils avaient la possibilité de passer ces économies à la génération suivante. Très très rare. Ou alors il fallait être le notable du coin, l'avocat, le notaire, le percepteur, qui eux pouvaient passer... voilà. Mais bon, ces économies, elles étaient souvent réinvesties parce que la vie était vraiment très difficile. Alors, pendant cette vie très difficile, on peut remarquer qu'il y a 2 attitudes des Pyrénéens. Soit ils essaient de conjurer le sort en s'abrutissant au travail, ce qu'ils faisaient dans leur majorité, très souvent. Soit ils se mettent en marge de la communauté. Et c'est à cela que nous avons eu affaire, bien évidemment. Avec un comportement malhonnête, une espèce d'économie de vol, en quelque sorte. Voilà. Et c'est en quelque sorte parce qu'il y a des gens qui se sont mis en dehors de la loi que nous, on a pu faire notre étude. Dans nos vallées, au XIXe siècle, alors qu'à partir de 1850, on commence à voir ce qu'on appelle la révolution industrielle, on commence à voir arriver des engrais un peu chimiques, etc. Mais pas dans les vallées pyrénéennes. Dans les vallées pyrénéennes, la société est essentiellement une société basée sur l'agriculture. Donc, et c'est pour cette raison que les procès d'atteinte à la propriété sont importants. Et on voit l'acharnement que les gens ont à défendre ce qu'ils possèdent. La justice, elle doit démêler beaucoup de choses. Elle doit démêler
des choses qui sont peut-être pas très importantes, des disputes de bornage, mais même pour quelques mètres, on va en justice. Surtout dans le sud, dans le sud de l'arrondissement, c'est-à-dire vers ici, parce que avec le relief, les parcelles sont déjà pas très grandes. Donc, alors des problèmes de bornage, des problèmes de détournement de cours d'eau, des problèmes de violation de plaquage, des problèmes de vol d'animaux, de vol de récolte, de vol de bois, enfin, etc. Alors, à propos des violations de plaquage, j'ai une anecdote qui se passe le 16 août 1826 entre les habitants de Melle et les habitants de Coulet-Douce. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques descendants, mais bon, voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le garde forestier de Melle fait sa ronde et dans la forêt, alors, je n'ai pas vraiment trouvé à quoi ça correspondait du côté de Melle, la forêt des antennes, voilà, si on peut me... où il y avait une grande forêt de sapins. Et donc il va voir de façon à voir que les troupeaux de vaches n'allaient pas saccager, bien évidemment, la forêt de sapins. Et il s'aperçoit quand il arrive qu'il y a énormément de vaches. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il revient au village, les villageois de Melle arrivent armés, bien évidemment. Alors, les armes, attention, hein. Bon, il y avait quelques fusils, bien évidemment, parce que tout le monde était chasseur, mais c'est des bâtons, c'est des fourches, c'est des haches, ce dont on se sert pour le travail de la terre. Et il décide de ramener ces vaches vers le village de Melle. Il savait très bien que ce n'était pas les leurs. Mais entre-temps, il y a quelqu'un de Coulet-Douce qui a averti les habitants de Coulet-Douce en leur disant « on vous vole les vaches ». Donc, ceux de Coulet-Douce sont arrivés aussi armés et bataille rangée. Mais bataille rangée. Ce qui fait qu'il y a un habitant de Melle qui a reçu un coup de vache et un coup de fusil. Il a mis quelques mois à mourir, mais il est mort. Voilà. Bon, alors on arrête donc certains de ces gens un peu excités. Il y avait parmi les accusés un habitant de Melle et 2 habitants de Coulet-Douce, et le procès a lieu. Le problème, c'est qu'on n'a pas su déterminer qui a commencé, qui a fait quoi, etc., etc. Et malgré la mort de cet habitant de Melle, les 3 accusés ont été acquittés. Donc, vous voyez, quelque temps plus tard, la même chose va peut-être entraîner la peine de mort ou les travaux forcés. Allez. Donc, vous voyez que la vie, on dit qu'actuellement la vie est très, très dure, très violente, mais dans les siècles passés, elle l'était tout autant. Seulement, on n'avait pas les réseaux sociaux. Voilà. Et donc ça se connaissait peut-être moins, ça se faisait peut-être... Mais c'était tout aussi violent. Donc, tout ce qui atteint la propriété, c'est une agression. Une autre anecdote, et là, ça s'est passé à Fos. Enfin, ça s'est passé entre Fos et Argut-Dessous. Alors, il y a un habitant d'Argut-Dessous, donc entre Fos et Argut-Dessous, et avec 2 Espagnols. Un habitant d'Argut-Dessous se rend à Canéjan. Il se rend à Canéjan pour rencontrer 2 Espagnols dont un lui devait de l'argent. Donc ils sont convoqués par l'alcalde, le maire de Canéjan, et le maire décide que l'Espagnol qui doit de l'argent aux Français doit lui rendre, donc il doit payer 50 francs. Bon, notre habitant d'Argut-Dessous, bien content d'avoir récupéré son argent, rentre chez lui. Il passe par Fos. Comme il se fait un peu tard,
il se dit je vais manger, je vais m'arrêter à l'auberge. Alors, là aussi, l'auberge Bello. J'ai supposé que c'était ce qu'on appelait l'hôtel des deux nations. Voilà. Et là, il a la surprise de retrouver ces deux Espagnols qui lui disent bon, mais puisque c'est arrangé, on va t'accompagner un petit bout de chemin pour entrer à Argut jusqu'au chemin d'Arimbach. Et là, ce qui devait arriver arriva, c'est que les Espagnols ont battu et ont volé notre habitant d'Argut. Alors il s'avère que, bon, il y a eu procès, bien évidemment, mais il y avait un des deux Espagnols qui a pu fuir, dont lui, il a été condamné à mort par contumace, puisqu'on ne l'a pas retrouvé, et l'autre qui a bien plaidé sa cause, il a été acquitté. Voilà. Il avait bien plaidé, je peux vous dire que... bon. Donc vous voyez, c'est quand même... alors je ne dis pas que c'est tous les jours, mais c'est quand même souvent qu'on a des risques de cette sorte. Si les hommes défendent aussi âprement leur terre, c'est que cette terre, elle manque. Elle manque pour vivre correctement. Alors elle manque pourquoi? Elle manque le relief. En montagne, bien évidemment, le relief joue un grand rôle et les parcelles ne sont pas très grandes. Et elle manque aussi parce qu'elle est accaparée par des plus riches. Et voilà. Et donc, quand il y a un conflit de propriété, on n'a pas peur d'aller en justice et même on n'a pas peur d'aller jusqu'au meurtre. Donc, un autre exemple, en 1821, et là ça s'est passé à Fos, en 1821, il y a un habitant de Fos qui avait des dettes. Donc il décide, parce que l'honneur c'est très important, hein, on le verra, c'est vraiment ancré dans nos gènes pyrénéens, hein, c'est vraiment l'honneur, c'est très important. Donc à un moment donné, il voit qu'il n'y arrive plus, donc il dit je vais vendre ma propriété, comme ça, avec l'argent, je vais pouvoir rembourser toutes mes dettes. Oui, mais son fils n'est pas d'accord. Donc que fait le fils? Il tue son père. Voilà. C'est radical. Là. Alors il tue son père. Le problème, c'est que, bien évidemment, il est rapidement arrêté, parce qu'on a très vite compris que c'était lui. Procès. Et alors là, il est condamné à mort. Mais attention, il est condamné à mort, et une fois qu'il a été mis à mort, on lui coupe les deux mains. Vous voyez que c'était quand même violent. Ça n'a rien à envier à notre vie actuelle. Hein. Voilà. On lui coupe les deux mains. Pourquoi? Parce que c'est avec ces deux mains qu'il avait tué son père. Voilà. Et ça s'est passé ici, à Fos. On ne citera pas de nom. Bien. Donc, alors, en définitive, cette terre qui est si défendue, si âprement défendue, à qui elle appartient? Eh bien, c'est difficile à savoir. C'est très difficile à savoir. Et pourquoi? Parce que si, quand on achète ou quand on vend quelque chose, on passe devant le notaire, il y a toujours été. Mais, quand il y a des gens qui mettent en métayage, en fermage, leur terre, ça passe pas. C'est le jour du marché ou de la foire, on tope la main, et puis voilà, et puis ça reste là. Seulement quand il y a des problèmes après, c'est très difficile à savoir. Donc il est très difficile de savoir à qui appartient la terre. D'autant plus que dans les témoignages ou les dépositions, les témoignages des accusés ou les dépositions des témoins, un mot ne veut pas dire forcément la même chose. Il y en a un qui va dire, il décline bon, leur nom, leur prénom, leur sobriquet, qui est très important. Voilà. Si on s'est signé ou si on ne s'est pas signé. Et puis leur profession. Alors il y en a un qui va dire qu'il est cultivateur. Mais après,
dans la déposition, on s'aperçoit qu'il ne possède pas la terre. Il travaille pour quelqu'un d'autre. Alors qu'un autre qui va dire qu'il est cultivateur, agriculteur, lui va posséder la terre et même va vivre aisément, va pouvoir avoir même des domestiques ou des saisonniers. Donc vous voyez, il est très difficile de savoir à qui appartient la terre. On peut quand même faire une hiérarchie. Alors, au sommet de cette hiérarchie, bien sûr, il y a les quelques gros propriétaires terriens qui ne vivent pas sur la propriété. En général, ils vivent à Saint-Gaudens ou à Luchon, qui ont des métairies, qui ont des bordes, et qu'ils récupèrent leurs bénéfices. Ils font travailler ça par donc, des métayers, des bordiers, et il y a toujours un régisseur. Et donc, c'est le régisseur qui s'occupe de voir si tout est bien fait. Alors, on a là des notaires, on a là des percepteurs, on a là des gros négociants. Voilà, ça c'est vraiment les riches de la région. Alors ensuite, on trouve vraiment les propriétaires négociants. Eux, ils possèdent la terre, ils travaillent la terre. Voilà. Et ils peuvent vivre assez correctement s'il n'y a pas trop de problèmes météorologiques, s'il n'y a pas d'épidémies diverses et variées, etc. Parce que c'était tellement tendu cette vie qu'il suffisait d'un petit rien pour que tout bascule et qu'on se retrouve dans la misère. Et on n'avait pas les acédiques, bien évidemment. Donc ensuite, après ces gros propriétaires, ces propriétaires négociants, on a tous ceux qui travaillent sans posséder la terre. Donc les métayers, les fermiers, les bordiers, ceux-là doivent, en général ça se passe à la Saint-Jean, doivent donner la moitié de la récolte en nature. Voilà. Et puis après, vous avez tous les domestiques agricoles, les brassiers qui n'ont que leurs bras pour travailler, les journaliers, et puis après les saisonniers. Alors, bien évidemment, dans les brassiers et les journaliers et les saisonniers, ce sont ceux-là qui sont bien sûr les plus pauvres. Alors, qu'est-ce qu'on cultive? Alors, ça dépend de l'endroit. Et ça dépend du relief. Pour simplifier, au sud de l'arrondissement, ce sont les céréales, au nord, c'est l'élevage. Voilà. Les céréales. Les céréales, on trouve un petit peu de tout. Du blé, du maïs, du sarrasin, du seigle, de l'orge, de l'avoine, on trouve tout ça. On trouve aussi, bien sûr, on cultivait des légumes. Alors, il y avait deux façons de cultiver les légumes. En plein champ, ou dans le jardin, et c'est pas les mêmes. En plein champ, on cultive des pommes de terre, bien sûr, à la base souvent de l'alimentation, des choux, des navets, des haricots. Dans les jardins, c'est les petits pois et les choux-fleurs, parce que ça, c'était réservé vraiment. On avait toujours peur qu'en plein champ, on vienne vous voler. Voilà. Et bien évidemment, on trouve des arbres fruitiers et de la vigne. Parce qu'on essaie dans chaque maison de faire un petit peu de vin qui donnait beaucoup de maux d'estomac, mais bon, c'était pas grave, hein, à l'époque, voilà, de la vie. En ce qui concerne les animaux, qu'est-ce qu'on élève? Alors, on élève à la fois des animaux de basse-cour, bien sûr, les poules, les canards, les dindons, les oies, tout ça. Alors, le cochon, on essayait d'en élever au moins un. Et dans certaines familles, ils étaient très fiers parce qu'ils pouvaient en élever deux. Que l'on tuait entre décembre et février. À la bonne lune, attention. À la bonne lune. Mais ça s'est perpétué, ça, même au XXe siècle, parce que je me souviens de mon grand-père, Bernard. On tuait un cochon, mais il fallait que ce soit la bonne lune. Voilà.
Et comme mon père devait poser des congés, vous voyez, à la SNCF, c'était facile de dire je veux congé, mais je veux à la bonne lune. Voilà. C'était facile hein, de dire ça. Donc le cochon, on essayait donc d'en avoir toujours parce que bien évidemment, on ne consommait pas beaucoup de viande, mais c'était la viande pour la fête, bien sûr. Et puis, il y avait les ovins et les bovins. Alors là, je me souviens qu'on avait un peu rigolé avec ma collègue quand on avait trouvé, parce qu'ils ne disent pas bovins et ovins. Ils disent bêtes à grosses cornes et bêtes à laine. Alors les grosses cornes, c'était bien sûr les bovins. Bêtes à laine, c'était les moutons. Ils disent pas. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas le mot. Hein. Mais bon, on ne trouve pas. Et puis, bien sûr, on rencontre beaucoup de mules, de mulets, des ânes qui étaient, bien évidemment, surtout en montagne, réservés pour le transport de marchandises et le trafic avec nos voisins espagnols. En particulier sur les mulets. Il y avait un trafic énorme qui se faisait entre Fos et l'Espagne et qui se faisait souvent au niveau ce qui était la frontière actuelle là, voilà. On se cachait un peu et puis on essayait de vendre les animaux. Et puis, bien évidemment, il y avait toujours des voleurs qui étaient au courant et qui estourbissaient ceux qui avaient la bourse pleine au retour. Donc, voilà ce qu'on pouvait trouver dans nos contrées. Alors, les troupeaux, bien sûr, ils vont à l'estive. Ils vont à l'estive pendant 2 mois. Ils sont gardés par des bergers, par des pâtres, donc dans les montagnes environnantes. Mais on manque de pâturage. C'est toujours pareil. On manque de pâturage. Et c'est là, bien évidemment, qu'on trouvait souvent le moyen d'agrandir les pâturages en mettant le feu. Voilà. En mettant le feu. Et il y a un exemple qui s'est passé aussi à Fos, le 15 avril 1854. Le garde forestier qui dépendait de Fos décide de faire... Alors là, vu l'heure, j'ai toujours pensé que quand même il avait dû être averti de quelque chose. Il décide de faire une tournée à 1h du matin. Bon, je n'ai jamais vu un garde forestier qui faisait une tournée à 1h du matin, mais bon, là, il l'a faite. Et il s'aperçoit qu'il voit de la fumée. Donc, bien évidemment, il repart, il va chercher quelques habitants de Fos pour l'aider, tout ça, et il trouve un habitant de Fos qui était en train d'allumer le feu. Voilà. Et il allume le feu sur une partie qui était un package communal. Et donc, on l'arrête, bien sûr, on l'arrête. Il est jugé, il reconnaît que oui, effectivement, j'ai mis le feu parce que j'ai une pâture que j'ai affermée à une dame de Fos qui était veuve, mais il y avait des genêts qui me gênaient, là, tout ça, donc j'ai mis le feu. Ça a débordé, dit-il. Ça a débordé sur la pâture communale. Bon. Donc il est jugé et il est quand même condamné à 5 ans de travaux forcés. 5 ans de travaux forcés. Alors vous aviez à l'époque un bagne à Toulon et bien évidemment un bagne à Cayenne. Alors ils ne disent pas, j'ai jamais trouvé, quand ils disent travaux forcés, s'ils restaient sur le territoire français ou s'ils étaient envoyés à Cayenne. Ça, je n'ai pas trouvé dans les procès. Donc, vous voyez, c'est 5 ans de travaux forcés. Alors, justement, j'ai fait un petit bilan
les peines pour les incendiaires sont vraiment très lourdes. Surtout depuis 1827. 1827, il y a ce qu'on appelle, ils ont fait passer une loi, le Code forestier. Et là, l'administration forestière a été vraiment implacable. Ouais, c'est-à-dire que les gardes forestiers faisaient des rondes, et puis vraiment c'était puni très 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 sévèrement, parce que ça peut aller jusqu'à 10 ans de travaux forcés. Voilà. Oui, mais la forêt, c'est très important, parce que la forêt, c'est utile, le bois. Le bois est utile pour toutes les constructions, pour le chauffage, pour fabriquer du charbon de bois. La forêt, c'est important pour les animaux, et c'est important aussi parce que durant toute cette époque, on développe la marine de guerre en France, et il fallait du bois pour les bateaux. Donc on ne concevait pas qu'on puisse abîmer la forêt. Voilà. Donc 10 ans de travaux forcés. Alors, en général, les gens de nos vallées, et je sais que c'est toujours pareil, aiment l'endroit où ils vivent. Mais parfois, ils sont quand même obligés de se déplacer. Ils se déplacent pour le marché, une fois par semaine, la foire, une fois par mois. Et ils n'ont pas peur des distances. Ils n'ont pas peur des distances, ils les font à pied. Alors, le cheval, très rarement, sauf si on est issu d'une grande famille, donc on a des chevaux et on se déplace à cheval. Mais sinon, c'est à pied, avec le mulet, avec l'âne, avec... voilà. Et avec la diligence aussi. Et puis à partir de 1865, le chemin de fer, qui va faire que aussi on va voir nos villages se dépeupler. Donc, c'est lors de tous ces déplacements, bien sûr, que les gens sont attaqués pour être volés ou même tués. Ou si ce sont des femmes, des jeunes filles, violées. J'ai fait un petit calcul et je me suis aperçue que quand même entre les viols, les avortements, les infanticides, ça représentait, par rapport au nombre de procès qu'on a étudiés, ça représente quand même plus de 15% de toutes les procédures qu'on a dépouillées. Ça fait quand même beaucoup, je trouve. Donc, au point de vue économique et sociétal, où en sont nos vallées pyrénéennes au XIXe siècle? Au point de vue économique, il n'y a pas beaucoup d'industrie. Alors vous allez me dire, ça va beaucoup changer, enfin bon. Il n'y a pas beaucoup d'industrie, mais quand même on peut trouver, par exemple on a trouvé des tuileries à Saint-Gaudens, à Boulogne et à Montrégeau. On a trouvé aussi des mégisseries et des tanneries. Parce que, bien évidemment, les peaux des animaux, on en faisait quelque chose, on ne les jetait pas. Ça, c'était à Aurignac. Et puis, on a trouvé aussi une fabrique de faïence à Saint-Gaudens. Et c'est tout à peu près ce qu'on a trouvé par rapport aux documents qu'on a utilisés. En 1852, les villes thermales commencent à se développer. Et dans notre région, bien sûr, on a Luchon. Et à Luchon, en 1852, on veut construire un nouvel établissement thermal. Donc, ce qui veut dire que ça se développe. 1852, c'est le début du Second Empire, Eugénie, les bains de l'impératrice, bien sûr, et donc ça fait, même sans Internet, c'était connu, donc les grands de ce monde voulaient faire comme l'impératrice. Et dans les Pyrénées, on venait prendre les eaux à Luchon. Alors 1852,
alors que le train qui va aller de Luchon, directement de Luchon, jusqu'à Luchon, il y a une ligne qui n'est ouverte qu'en 1873. Donc, mais bon, vous pouvez y aller quand même. Alors, plus précisément sur Fos, la population de Fos est à son maximum, justement, en 1851. Il y avait 1724 habitants. Voilà. Et à partir de là, on se rend compte de quoi? Que ça baisse. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Alors, j'ai cherché des explications. Première explication, c'est le choléra. Eh oui, le choléra qui a fait beaucoup de dégâts à Fos en 1852. Alors que les grandes épidémies, la première grande épidémie au niveau national, c'est 1832, puis après on est en 1855, etc. 1852, au niveau national, je n'ai pas trouvé qu'il y ait eu une épidémie de choléra. Or, le choléra est à Fos. Et là, j'ai trouvé que peut-être, ça serait venu, parce que en Ariège, à cette époque-là, il y avait le choléra. Donc ça aurait été amené à Fos par un colporteur espagnol qui était passé par l'Ariège, qui avait été contaminé et qui, en venant vendre ce qu'il avait à vendre à Fos, aurait transmis le choléra. Mais bon, là, ça a été quand même assez catastrophique. Ça peut, donc la population diminue, ça peut aussi être donc avec le chemin de fer. Parce que, bien sûr, le chemin de fer a pu faire que les gens sont partis pour trouver du travail ailleurs, bien sûr. Ouais. En particulier à Paris. Ouais. Alors, ces épidémies de choléra, il y a quelque chose de très important pour Fos, c'est justement la grande épidémie nationale de 1855. Or, en 1855, apparemment, le choléra n'a pas fait de victimes à Fos. Alors, je me suis posé la question, pourquoi? Et là, je suis allée chercher des renseignements dans les cahiers de Mademoiselle Samson. Mademoiselle Samson, Jeanne, a écrit de sa mère des cahiers qu'elle a déposés à la mairie, je pense. Et donc, il y a une partie qui a été scannée et qui est passée sur Internet. Donc, je suis allée fouiller dans tout ça. Et apparemment, le choléra n'a pas touché la Fos parce que les gens ont fait des prières à Saint-Sébastien et ça aurait fait que le choléra n'est pas arrivé à Fos ou très peu, hein. Et le curé de l'époque a mobilisé ses ouailles pour donc construire la chapelle qui existe à l'entrée du village. D'où cette chapelle, donc, elle a été construite à partir de l'argent collecté en 1855 et c'est une petite fille du quartier de Yaïn, une mademoiselle Kando, qui a posé la première pierre de cette chapelle. Vous voyez, donc vous voyez les pandémies, comme on dit maintenant, enfin, là c'était des épidémies parce que comme on ne savait pas si ça avait atteint d'autres pays que la France, les épidémies sont très importantes et donc comme on avait très peu de médecine pour les soigner, ben, ça faisait un nombre incalculable de morts. Donc des décès très importants. On s'occupe aussi des personnes âgées à Fos.
On s'occupe des personnes âgées parce que toujours dans la même époque, là vers 1852-53, le maire de Fos de l'époque cherche un local pour ouvrir un asile pour les personnes qui... alors, asile, attention, à l'époque, ça voulait dire style hôpital, maison de retraite. Hein, c'était pas pour des gens qui avaient perdu la tête, hein, forcément. Donc, pour accueillir des personnes âgées, seules, malades, qui ne pouvaient plus rester chez elles. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas pu trouver si vraiment ça avait été réalisé. Alors, si quelqu'un le sait, voilà, vous pouvez m'éclairer. Je ne sais pas si ça avait été réalisé. D'après moi, non, mais bon, ça, je ne peux pas savoir. Donc, il se passait des choses quand même assez horribles dans nos vallées, comme des infanticides dont je l'ai déjà dit, des avortements, des viols. En ce qui concerne les infanticides, entre 1850 et 1856, j'ai pu en trouver 8. Alors, 8 essentiellement entre Saint-Béat, Argut, Coulée 12, Melle, Fos, vous voyez. C'est pas quand même un grand... voilà, il y en a eu 8. Et les peines peuvent aller, ce sont des peines de prison de 2 à 6 ans, ou alors la peine de mort, pour un infanticide à Lège, à côté de... ou alors les travaux forcés. Et là, les travaux forcés... condamné entre 12 et 20 ans de travaux forcés. Pour les avortements, entre 1855 et 1874, et les peines peuvent aller de 2 à 6 ans, mais les peines de prison. Mais les peines les plus fréquentes, ce sont les travaux forcés, 10 ans de travaux forcés. Voilà. Alors les viols. Les viols, c'était très difficile de dire pour une femme ou une jeune fille ce qui s'était passé. Donc, quand elle avait le courage de le dire à sa famille, la première chose que les familles faisaient, on allait prendre conseil auprès du curé de la paroisse pour savoir comment il fallait agir, ce qu'il fallait agir, comment il fallait faire. Et donc, parce que le curé, c'était vraiment un personnage important. C'était un personnage important, c'était souvent le seul qui savait lire et écrire le français, et qui connaissait les lois. Donc, on allait prendre conseil. Alors, très souvent, alors il y a des procès, bien évidemment, pour viol. Il n'y a pas de peine, enfin, ça c'est mon avis personnel, il n'y a pas de peine, me semble-t-il, très importante par rapport au délit qui a été commis. Très souvent, on demande à l'accusé de réparer financièrement. Voilà. Ou alors, il fait 1 ou 2 ans de prison, mais c'est tout. Voilà. Bon. Je trouve que c'est un peu léger, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Hein. C'est mon avis personnel. Voilà. Ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que le français, il n'est pas vraiment répandu, même au XIXe siècle. Alors, ça s'explique parce que dans les vallées pyrénéennes, les gens parlent le patois, ils le parlent et ils n'entendent que ça. Et même dans les villes. Alors, dans les villes, comme Saint-Gaudens-Luchon, on parle le français, sauf les jours de marché et les jours de foire, où là, on parle patois. Voilà. Et le français, donc, n'est pas parlé correctement, ce qui fait que, lors des procès, on est obligé d'appeler des interprètes pour traduire
le français en patois et le patois en français. Alors, le but du jeu, surtout pour les accusés, pas tellement les témoins, mais les accusés, c'était de dire qu'ils ne comprenaient pas le français. Non, je ne comprends pas. Donc ça prenait un temps, bien évidemment, pour aller trouver un interprète, qui souvent n'était pas le bon parce qu'il parlait le patois de Lège, qui n'est pas le même que le patois de Fosse ou le patois de Saint-Péa, ou je ne sais pas, vous voyez, donc on jouait là-dessus, et le procès s'éternisait, bon, etc. Il y avait ça. Ensuite, cela se comprend parce que l'école n'était pas obligatoire. L'école obligatoire, les lois Jules Ferry, c'est 1881-1882. Et pourtant, l'éducation n'était pas négligée. Alors, il y avait des maîtres d'école, mais seulement il fallait le payer. Donc, on essayait quand même d'envoyer ses enfants, tout au moins dans ce qui correspond à l'heure actuelle à l'école primaire. On essayait vraiment, de façon à ce que quand même ils sachent lire, écrire, compter, etc. Donc on les envoyait à l'école. Mais bien sûr, quand on n'avait pas besoin d'eux, ni au champ, ni à la maison. Donc ce qui fait que... Et puis après, à la maison, on ne parlait pas toi. Donc, voilà. Mais il faut quand même souligner que on essayait quand même, les familles essayaient toujours d'envoyer les enfants chez le maître d'école, on disait, voilà. Pas à l'école, mais chez le maître d'école. Alors à cause, ou malgré cette vie difficile et tous les problèmes qu'elle peut engendrer, le Pyrénéen cherche une aide dans un groupe. Parce que sans solidarité, la vie n'est pas possible. C'est pas possible à cette époque-là. Sans entraide, il est impossible de vivre correctement. Et cette entraide, on la trouve essentiellement quand il y a vraiment des coups durs. Par exemple, des incendies de la maison, ou des incendies d'une grange, etc. Et cette entraide, elle est tout à fait bénévole. C'est-à-dire, quand l'incendie est éteint, chacun rentre chez soi. Mais cette entraide, elle peut vraiment aller plus loin. Quand il y a une maison qui est totalement détruite, et bien les gens, la communauté se cotise pour venir en aide aux sinistrés. Et la vie, sinon, n'est pas possible. Quand il y a aussi une grande... des parents qui sont malades, eh bien, la communauté s'occupe des enfants, s'occupe du bétail, s'occupe des moissons, si c'est au moment de la moisson, etc. Alors, une autre forme d'entraide, c'est aussi lorsqu'il y a des conscrits réfractaires, parce que bon, il fallait partir faire le service militaire ou à la guerre, etc. Et puis il y en a qui ne voulaient pas y aller. Donc, et bien là, lorsque les forces de l'ordre viennent au village pour récupérer le gars en question qui ne veut pas partir, alors là, tout le village est contre les forces de l'ordre. Donc vous avez bataille rangée, etc. Et bon, des fois, les forces de l'ordre sont obligées de plier bagages et de repartir sans le conscrit. Voilà. Donc, cette solidarité aussi, elle peut s'exercer à l'égard, ou contre certains étrangers. Et ici, l'étranger, c'est l'espagnol. Donc, on peut trouver des choses qui peuvent se rapprocher d'un sentiment raciste à l'égard de nos voisins espagnols. Surtout dans la période qui va de 1833 à 1839, parce qu'en Espagne, il y a eu ce qu'on appelle les guerres carlistes, il y en a eu plusieurs, et puisque Ferdinand VII est mort, sa fille avait 3 ans, donc c'est sa femme qui a fait la régence, et son frère, Carlos,
s'est trouvé, il disait que c'était lui qui devait prendre le pouvoir, etc. Et donc il y a eu des guerres. Il les a toutes perdues, mais la première, beaucoup d'Espagnols qui avaient défendu Don Carlos se sont réfugiés en France et en particulier à Fos. Et quand il y avait quelque chose qui tournait par rond, on disait « Ah, c'est forcément l'espagnol ». Et là, tout le monde était d'accord pour aller, voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Eh bien que quand même, dans nos vallées pyrénéennes, les vallées pyrénéennes, ce sont quand même des régions un peu à part. Un peu à part, en retrait. Malgré des progrès, malgré des progrès. Alors, ça tient essentiellement à différents cloisonnements. D'abord, le relief, qui ne facilite pas les communications. Voilà. Bon. Ensuite, chaque communauté conserve souvent son dialecte et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un frein au niveau de la langue française. Ce qui fait que les lois, etc., ne sont pas franchement comprises souvent. Ensuite, il y a le caractère des individus. Ouais. Le Pyrénéen, il est quand même un peu têtu. Alors c'est quand même quelqu'un qui est très anxieux, très anxieux pour l'avenir. Très anxieux pour l'avenir parce que vous avez vu que c'est une vie quand même très difficile. De quoi sera fait demain? Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la figure? Comment je vais pouvoir m'en sortir? Donc ceci fait que c'est quand même un être qui reste assez impulsif, qui reste et par contre qui a un sentiment d'indépendance très développé et aussi il ne faut pas toucher à son honneur. Voilà, ça c'est la base du caractère des Pyrénéens, l'honneur, l'indépendance. Et alors, bien évidemment, ça entraîne un peu, certaines fois, une impulsivité que l'on ne peut pas réfréner. Voilà. Mais on constate quand même, durant ce 19e siècle, qu'il y a des évolutions, en particulier sur les deux villes, donc Saint-Gaudens et Luchon. Alors, Saint-Gaudens paraît se développer en tant que centre administratif, et Luchon, bien évidemment, en tant que ville thermale. Alors, est-ce que de nos jours, il existe encore quelques survivances de ces traits caractéristiques du Pyrénéen? C'est à vous de me le dire si vous pensez qu'il y a encore quelques survivances. Voilà, je vous remercie. Alors, si vous avez des questions, bien évidemment, auxquelles je vais essayer de répondre, je ne sais pas, on peut entamer un dialogue. Juste une question à propos du procès. Est-ce qu'il y avait un jury populaire ou est-ce que c'était des magistrats? Non, c'était que des magistrats. C'était que des magistrats. Il n'y avait pas de jury populaire. Voilà. Il y avait des avocats de la défense. Oui. Et les avocats de la défense, souvent, c'était eux qui étaient obligés d'avoir des interprètes. Voilà. Non, tout Saint-Gaudens. Ah oui, tout était, tous les procès, tous les magistrats, les avocats, etc., issus de l'arrondissement de Saint-Gaudens. Je vais insister sur la sévérité, il faut y revenir sur le service des eaux et forêts. Il faut comprendre qu'effectivement, c'était une guerre sans fin entre les propriétaires et les eaux et forêts, parce que donc les terres souhaitant récupérer beaucoup de terrain, beaucoup de bois, et les forêts étaient intransigeantes. Je crois que c'est la cause des guerres de demoiselles en Barousse. Il y a eu
très forte de la population contre les eaux et forêts. Alors, par rapport aux guerres des demoiselles, les demoiselles, pourquoi? Parce que les hommes se déguisaient en femmes, c'est arrivé de l'Ariège. Parce que les premiers problèmes avec ces bandes, en Ariège, et c'est arrivé dans nos vallées pyrénéennes un peu plus tard. Et c'est vrai que c'était très, très violent. Hein. Et il y avait aussi beaucoup de problèmes avec les charbonniers, ceux qui faisaient le charbon de bois. Hein. Qu'on accusait bien évidemment de détruire la forêt ou de s'implanter dans un endroit qui n'était pas le bon, etc. Donc là aussi, on avait des batailles rangées. Quoi. En ce qui concerne le bois, c'était très très sévère. De nombreuses délibérations du conseil municipal à cette époque-là, même pour refaire le pont du gravier, pour reconstruire les maisons qui ont brûlé à Cap-de-Vienne, etc., ont sollicité vraiment aux eaux et forêts l'autorisation d'aller couper les arbres. C'était très très sévère, très redouté. Oui, mais ça, à partir de 1827, l'administration forestière a vraiment été très 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 aidée, on peut dire, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Et aussi également, mais c'est encore, plus tard, mais encore, il y a des zones, le terme ne le redonne pas, mais où il était interdit au bétail de rentrer dans les forêts. Pourquoi? Pour faire monter les jeunes pousses des arbres. C'est très sévère aussi de ce côté-là pour les packages. C'est pour ça que dans l'histoire d'Entremêle et Coulée Douce, c'était ça, quoi, parce que les animaux abîmaient les plantations de sapins. Alors, est-ce que vous pensez que parmi vous, vous avez encore des impulsions? Est-ce qu'il y a encore certaines personnes qui ont des difficultés à réprimer comme nos ancêtres du 19e siècle? Ça arrive, d'accord. Bon, d'accord. Je pense que c'est général un peu partout. Hein. Oui. On n'est pas pyrénéen, mais c'est vrai que quand on lit des choses, on a bâti une figure du Pyrénéen assez bagarreur, quand même, il faut dire, dans tout ce que j'ai pu lire et tout ça. Voilà. Mais très attaché à son honneur. Alors ça, c'est quelque chose. Et c'est pour cette raison que je ne comprends pas très bien, lorsqu'il y a des viols, que la famille ne se batte pas pour vraiment... bon, il fallait peut-être le cacher à cause du candidaton, pour la marier quand même. Voilà, c'était ça surtout. Voilà. Donc vous n'avez pas rien? Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des traces de procès à la suite du massacre de Ponto? Du Ponto. Des massacres de Ponto. Des massacres de Ponto entre les Espagnols et les... Alors non, on n'en a pas trouvé. On n'en a pas trouvé. Non, attends, on n'en a pas trouvé. Et oui, mais non. Parce que c'était à quelle époque ça? Oui, mais je ne l'ai pas... Et oui, ça, 1811... Ah, mais oui, c'est normal parce que... C'était pas encore français. C'était pas encore français. Donc, voilà, normal. Ouais. C'était pas encore français. Donc ça a dû passer peut-être soit en Espagne, mais c'était pas encore français. Ça faisait pas partie encore de l'arrondissement de Saint-Gaudens. Voilà.
Oui, je sais qu'il y a eu des morts. Quel était le nombre Profite de ce que tu dis pour dire comme point de repère central que qu'on ait tous ici en tête, c'est 1850 avec les 1750 habitants de la Force et 13 500 habitants dans le canton de Saint-Béat. Et j'ajoute, vous allez le comprendre sous forme de boutade, et pas d'Intermarché. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc on a redivisé les terres au maximum, Même après 1836, et quand on voit le plan cadastral, elles ont été redivisées encore tout voilà, simplement pour te dire. Mais j'ai oublié de le dire aussi, au niveau des familles, si on regarde le nombre d'enfants, c'était pas tellement des familles nombreuses. Par exemple, sur Fos, on a trouvé une famille avec 8 enfants, et les autres, c'était 2, 3. Voilà. Hein? En comptant les enfants nés en bas âge, parce que la mortalité infantile était très importante. Alors que dans d'autres régions françaises, à cause de la mortalité infantile, les familles avaient beaucoup d'enfants, alors c'est pour remplacer, entre guillemets, bien sûr, les enfants nés en bas âge, parce que les enfants, c'était la vieillesse des parents qui était assurée, quoi. Voilà, mais dans les Pyrénées, on n'a pas trouvé de familles vraiment très nombreuses. Non. Je vous dis, à Fos, on a trouvé une famille à 8 enfants. Et après, c'était 3, 4, voilà, c'est tout. Tu nous as parlé des avortements. Comment cela arrive-t-il aux oreilles de la justice? Par dénonciation? Alors, ça arrivait par dénonciation. Et ça arrivait aussi parce que très souvent, ça se faisait pas dans les maisons. La faiseuse d'ange ou la fille qui se faisait avorter elle-même trouvait une grange ou un coin, voilà, et on trouvait des traces de sang, etc., etc. Et puis on disait, ah mais oui, mais la fille d'un tel, on avait vu qu'elle avait changé, qu'elle avait grossi, que ceci, que cela, puis maintenant elle remet sa robe en serrant la ceinture, voilà. Donc c'était ça. Et à partir de là, le qu'en dira-t-on, ça arrivait aux oreilles de l'officier de justice qui lui faisait sa première enquête. Et après ça arrivait, voilà. Mais pour un avortement, ah non, c'est un infanticide. Pour un infanticide ici à Fos, la maman a été acquittée parce que les magistrats, enfin lors du procès, on a trouvé qu'effectivement elle était trop pauvre pour élever un enfant. Voilà. Donc, oui, c'était par dénonciation, ou le on-dit, etc., etc. Ouais. Mais le problème, c'est que la fille qui avait avorté, elle était punie, mais très souvent, on ne trouvait pas, quand c'était pas elle qui l'avait fait elle-même, on ne trouvait pas la personne qui avait fait l'avortement. Très rares les procès où l'avorteuse était elle-même inculpée. Oui. Alors là, si elle l'était, c'était la peine de mort ou les travaux forcés, plus de 20 ans. Oui. Il fallait qu'il paie un avocat. Oui. Alors, au niveau de l'argent, oui, souvent, on avait des difficultés à s'en défaire quand on faisait un système de troc et les avocats acceptaient très bien
jambon, les poulets, voilà. Ouais, 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 ouais. Mais oui, oui, il fallait payer, oui. Oui, 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 oui. Et les avocats n'étaient pas excessivement riches à l'époque. Ceux qui défendaient les petites gens, comme on dit, souvent, bon, ils vivaient juste à peine un peu mieux qu'eux. Oui, 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 oui. Oui. Pas de questions. Tout bien compris. On va faire une interrogation écrite. J'espère donc que ça, vous aurez quand même appris quelques petites choses. Et puis, je vous remercie d'être venu. Et je remercie aussi le comité des fêtes pour nous avoir prêté toute la sonorisation. Voilà, merci. Merci Maryse. Je savais très bien qu'on n'allait pas être déçus. Merci pour toutes ces informations très précieuses pour comprendre la vie du 19e siècle et certainement aussi quelque part la structure du village et tout le foncier qu'on a, parce qu'on me pose souvent la question, mais qu'est-ce que c'est que cette terre, ce morceau de terre là? Et ça me mettait très en colère, tu peux l'imaginer.